Il y a toujours des rumeurs selon lesquelles Israël était impliqué dans les attentats afin d'effrayer les Juifs irakiens pour les pousser à quitter le pays. Donc, j'ai maintenant la preuve irréfutable. C'est un rapport de police avec des détails que seul un initié aurait pu connaître. Nous avons enregistré cette interview environ un mois avant les attaques du Hamas le 7 octobre. Si vous avez suivi les actualités mondiales, vous pourriez penser que l'histoire de ce conflit a commencé ce jour-là. La plupart des journalistes qui ont osé se rendre de l'autre côté ont commencé leurs interviews par la question « Condamnez-vous les attaques du Hamas ?» Je trouve beaucoup plus difficile de respecter un invité pro-palestinien sur mon émission s'il refuse résolument de condamner les attentats terroristes. Peu importe combien déchirante une telle attaque peut être, qu'elle se produise en Israël ou dans tout autre pays confronté au terrorisme, ces événements ne se produisent pas isolément. C'est exactement ce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a récemment souligné. Il est également important de reconnaître que les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans un vide. Le peuple palestinien est à sanction étouffante. Et alors que la promotion ouverte du génocide par des politiciens de tous bords est actuellement applaudie, Terminez-les. Le Hamas a fait ça. Vous savez que l'Iran est derrière. Terminez-les. le secrétaire général Guterres a fait face à de sévères critiques pour sa position raisonnable. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Certainement, ce n'est pas notre monde. Mais si nous voulons vraiment comprendre la situation, et si nous sommes sérieux dans la recherche d'une solution autre que le génocide, alors nous devons considérer le contexte dans lequel des événements tragiques tels que les attaques du Hamas se produisent. C'est exactement ce dont le professeur Abi Schleim discutera dans l'interview suivante. En tant qu'arabe juif, un concept que certains considèrent comme un oxymore, lui et sa famille ont été chassés de leur patrie, l'Irak, par des attaques terroristes juives visant à effrayer les Arabes juifs pour les pousser à migrer vers Israël. Et en quoi tout cela est-il pertinent aujourd'hui? Comme vous le verrez, Israël a un défaut fondamental intégré dans son ADN même. Built into its very DNA. As Tom Suarez has put it when I interviewed him. Comme Tom Suarez l'a déclaré dans une récente interview, même s'il n'y avait pas de Palestiniens vivant en Israël, Israël se détruirait encore lui-même. Si vous pensez que c'est tiré par les cheveux, je vous encourage à écouter cette interview avec le professeur Avi Schleim, où nous discutons de cela et d'autres sujets controversés. Pour ceux qui sont pressés ou préfèrent sélectionner des segments spécifiques, j'ai inclus des horodatages ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Cela ne coûte rien et nous aide grandement. Maintenant, commençons. Professeur Avi Schleim, merci beaucoup de vous joindre à moi encore ce matin. Nous avons déjà une interview extensive, mais aujourd'hui, nous avons convenu de nous concentrer spécifiquement sur le sujet de votre livre. On the topic of your book in this one. How is it going today? How are you? Comment ça va aujourd'hui? Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Pour mettre un peu le contexte, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons déjà eu une interview vraiment intéressante couvrant le conflit Israël-Palestine en termes généraux. En préparation pour cette première interview, j'ai lu votre livre, n'est-ce pas? Il s'appelle « Mémoire d'un juif arabe ». Nous n'avons pas l'intention d'en faire une publicité pour le livre. Cependant, l'histoire que vous racontez dans vos mémoires est absolument fascinante. Elle devient encore plus intéressante parce que vous fusionnez vos connaissances en tant qu'historien. Spécifiquement, votre expertise en tant que nouvel historien. Your knowledge as a new historian, and we can briefly describe what that is. Nous pouvons brièvement décrire ce que cela implique en combinant vos expériences personnelles
avec les connaissances de votre famille, y compris votre mère et votre grand-mère. Je dois dire que j'ai lu le livre en 2 ou 3 jours. Il se lit comme un roman et est absolument fascinant. Bien que cette interview ne se concentre pas sur le livre lui-même, elle explorera l'histoire contenue dans le livre. J'ai pris quelques notes et j'aimerais commencer par vous demander pourquoi vous avez mentionné Marilyn Monroe dans le livre, surtout puisqu'elle parlait de nationalisme. Ce n'est pas un sujet que je m'attendrais typiquement à ce que Marilyn Monroe aborde. Alors s'il vous plaît, dites-nous en plus. Monroe to talk about. So please tell us. The quote from Marilyn Monroe comes from this. La citation de Marilyn Monroe que j'ai incluse dans le livre provient de son album de coupure. Elle a écrit « Le nationalisme nous empêche de réfléchir ». J'ai trouvé ce commentaire sur le nationalisme très frappant et éclairant, étant donné que ma discipline académique est les relations internationales, où le nationalisme est un sujet important. C'est crucial pour comprendre les dynamiques de la guerre et de la paix. J'ai lu beaucoup de littérature sur le nationalisme, y compris le célèbre livre « Les communautés imaginées » de Ben Anderson, qui est souvent cité. Cependant, cette littérature théorique était trop abstraite et ne résonnait pas avec mes propres expériences. Par exemple, j'ai vécu le nationalisme de première main lorsque j'étais une nouvelle recrue dans l'armée israélienne, l'IDF, en 1964. J'avais 18 ans, et lors d'une cérémonie d'incorporation au crépuscule dans une clairière des collines de Judée, nous avons tous crié « Par le sang et par le feu, la Judée est tombée ». Shouted, by blood and fire, Judea fell. By blood and fire, Judea will rise again. Par le sang et le feu, la Judée se relèvera. Nous avons juré fidélité à la patrie et étions prêts à sacrifier nos vies pour elle. Je ressentais le nationalisme dans mes os et la littérature théorique me laissait complètement froid et indifférent. Cependant, Marilyn Monroe avait quelque chose de profond à dire sur le nationalisme. Il nous empêche de penser et nous empêche de nous rapporter à l'autre côté, comme à des êtres humains. C'est de cela qu'il s'agit dans un conflit. Il favorise une mentalité de nous contre eux, catégorisant tout en noir et blanc, en bien contre mal. Marilyn Monroe a reconnu de manière perspicace la nature divisive et destructrice du nationalisme. Malgré son stéréotype de blonde idiote, j'ai le plus grand respect pour elle en tant que penseuse profonde sur les affaires internationales. Et je pense que cette citation provient d'un livre intitulé « Femmes dans les temps obscurs ». Est-ce exact? Correct? Yes. This is a book of essays. Oui. Ce livre, Women in Dark Times, est un recueil d'essais écrit par une très bonne amie à moi, Jacqueline Rose. Elle est professeure de littérature anglaise et féministe, qui combine la littérature anglaise avec la psychanalyse. English literature with psychoanalysis. Okay. But if we go now to your story, the story. D'accord. Mais parlons maintenant de votre histoire, celle que vous avez décrite dans vos mémoires. Avant que je ne commence cette exploration approfondie de l'histoire et des problèmes contemporains d'Israël, je n'étais même pas conscient de cet aspect de l'histoire, n'est-ce pas? Qu'il existe une seconde catégorie de victimes résultant de la création physique de l'État d'Israël. Vous rendez ce point très clair dans votre livre. Avant la création de l'État d'Israël, en tant que lieu physique, les Arabes et les Juifs n'avaient aucun problème à vivre ensemble. Alors, peut-être commençons par là. When it comes to living together. So maybe let's start there. I also didn't think about. Je n'avais également pas envisagé les Juifs des pays arabes comme victimes du sionisme, car encore une fois, je viens d'un milieu académique en relations internationales, et mon principal intérêt de recherche depuis 40 ans est le conflit arabo-israélien. Là, il était clair comme de l'eau de roche que les principales victimes du sionisme sont les Palestiniens. Le mouvement sioniste a infligé la Nakba aux Palestiniens en 1948, transformant plus de la moitié de la population arabe, environ 3/4 de millions de Palestiniens, en réfugiés. De plus, le nom de la Palestine a été effacé de la carte.
Ainsi, il était évident que les Palestiniens sont les principales victimes du sionisme. Cependant, les écrivains et dirigeants sionistes continuent de blâmer les Palestiniens, blâmant effectivement les victimes pour leur propre malheur. Blaming the victims for their own misfortunes. So in my work as a historian, I try to Dans mon travail d'historien, je m'efforce de corriger le récit et de souligner que les Palestiniens sont des victimes et non responsables de leurs malheurs. Ces malheurs leur ont été imposés par Israël, la Grande-Bretagne et certains pays arabes. Cependant, ce n'est que lorsque j'ai commencé à travailler sur mes mémoires que j'ai réalisé qu'il existe un autre groupe de victimes dont on parle rarement. Ce sont les Juifs qui vivaient dans les pays arabes. Pour la plupart, ils vivaient en harmonie au sein de leur communauté et menaient une bonne vie. Leur mode de vie traditionnel en tant que Juifs arabes a été complètement bouleversé par la guerre israélo-arabe de 1948 et la création de l'État d'Israël. En conséquence, ils sont devenus des étrangers ou des étrangers dans leur propre pays. outsiders or foreigners in their own land. And so that's when I began to focus on Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me concentrer sur cette autre catégorie de victimes du sionisme. Je me suis inspiré de deux femmes que j'ai déjà mentionnées, Marilyn Monroe et Jacqueline Rose. Maintenant, je vais mentionner une autre femme, Ella Shohat. Elle est israélienne, d'origine irakienne, professeure à l'Université de New York, une critique culturelle très éminente et particulièrement une critique du sionisme. Elle a une brillante collection d'essais intitulée « L'Arabe juif, la Palestine et autres déplacements ». C'est de cette collection que j'ai beaucoup appris. Le concept de juif arabe est central dans toute son analyse de l'histoire du Moyen-Orient. Elle affirme cette catégorie de personnes, les juifs arabes, qui vivaient dans des pays arabes et sont à la fois arabes et juifs en même temps. and they're both Arab and Jewish at the same time. And this shouldn't be very controversial, but it was Cela ne devrait pas être très controversé, mais cela l'est en Israël, parce que les Israéliens soutiennent que c'est une contradiction dans les termes, une impossibilité ontologique. Ils affirment que si vous êtes juif, vous ne pouvez pas être arabe, et si vous êtes arabe, vous ne pouvez pas être juif. C'est un point clé dans l'œuvre d'Ella Shohat. Un autre aspect significatif qui m'a marqué était le déplacement. Les Palestiniens ont été déplacés de Palestine et sont devenus des réfugiés, une expérience profondément traumatisante pour eux. Il existe une abondante littérature sur le déplacement et ses conséquences, décrivant ce que c'est que de vivre en exil. Shohat établit un parallèle entre les Juifs arabes, spécifiquement les Juifs irakiens comme ses parents, et comment ils ont été déplacés de leur patrie et ont fini dans un nouveau pays, Israël, qui leur était culturellement et linguistiquement étranger. linguistically alien to us, the state of Israel. And it's very, very striking the parallel here. Il est très frappant que les histoires parallèles, niées par certains sionistes, présentent des récits contradictoires. Les sionistes affirment que les Palestiniens sont partis volontairement ou sur ordre de leurs dirigeants, suggérant que les Arabes sont responsables du problème des réfugiés palestiniens. En revanche, ils soutiennent que les Juifs des pays arabes ont été expulsés par les gouvernements arabes, les qualifiant de véritables réfugiés. Il existe une théorie sioniste d'un double exode, suggérant que le déplacement des Palestiniens a été compensé par l'arrivée de 800 000 Juifs des pays arabes en Israël, constituant effectivement un échange de population. Je rejette complètement cette notion. Je maintiens que les Palestiniens étaient des réfugiés expulsés par Israël. Cette perspective m'a conduit à explorer les parallèles entre les histoires des Palestiniens et des Juifs arabes. And the history of the Arab Jews. You said quite a number of things, so Vous avez mentionné pas mal de choses, donc je dois clarifier quelques points. Comme nous l'avons discuté lors de la première interview, vous faites partie des rares personnes, peut-être même moins qu'une poignée, incluant Benny Morris, Ilan Pappe et vous-même. Je ne suis pas sûr s'il y en a d'autres qui sont considérés comme des nouveaux historiens. La raison en est
que vous, messieurs, avez eu la rare opportunité, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, d'accéder aux archives d'État d'Israël. Ces archives ont depuis été fermées aux universitaires et chercheurs. C'est de cet accès que vous avez tiré vos conclusions, que vous avez publiées et qui ont également été critiquées dans une certaine mesure. Also criticized for. So two things that I definitely would like to come back to later. Deux choses que je veux absolument revisiter plus tard sont l'affaire Lavon et les attentats à la bombe terroriste à Bagdad. Ces sujets sont certainement sur notre liste. Mais le plus important, et ce qui rend votre histoire si captivante, c'est que vous êtes l'une des personnes directement affectées par ces événements. Votre famille entière a été impactée par ce changement. Je voudrais mettre en lumière un point spécifique que vous avez abordé dans votre livre. Pourquoi la simple création de l'État d'Israël en tant que lieu physique a-t-elle compromis la relation entre les Arabes non-juifs et les Arabes juifs dans des pays comme l'Irak et d'autres? Pourquoi cela a-t-il été le cas? Like, for example, Iraq, but also other countries. Why was that? It is because Zionism. Le sionisme est un mouvement nationaliste. Marilyn Monroe a une fois déclaré que le nationalisme empêche les gens de voir les autres comme des êtres humains. De même, le philosophe juif Isaiah Berlin affirmait souvent que les Juifs sont comme tous les autres peuples, seulement encore plus. De la même manière, l'historiographie sioniste, comme toute historiographie nationaliste, tend à réécrire l'histoire d'une manière qui se flatte et dénigre ses ennemis. C'est exactement ce que le mouvement sioniste a fait. The Zionist movement did. It created hostility between. Cela a créé une hostilité entre Israël et ses voisins, évidemment, puisqu'ils étaient en guerre en 1948. De plus, il y a eu des répercussions dans le reste du monde arabe. Les Juifs, qui étaient natifs de ces régions et qui faisaient partie intégrante des sociétés et environnements locaux, étaient de plus en plus considérés comme des étrangers après 1948. Ils étaient vus comme des alliés, des amis et des frères du mouvement sioniste en Israël. Ce changement a conduit à une augmentation significative de l'hostilité envers les Juifs en Irak et dans d'autres pays arabes. Ainsi, l'établissement de l'État d'Israël n'a pas seulement changé la géopolitique de la région, c'était un tournant majeur dans l'histoire de la région et a eu des conséquences profondes pour les minorités juives dans les pays arabes et islamiques. Oui, et nous parlons des minorités. Mais dans votre cas, il y avait environ 120 000 juifs arabes en Irak. En peu de temps, leur nombre a diminué. Je ne peux pas dire qu'ils ont été expulsés, car ils sont supposément partis de leur plein gré. Mais peut-être devrions-nous brièvement discuter de l'affaire Lavon, car c'est l'une des controverses que votre dernier livre, vos mémoires, a effectivement causé. J'ai fait des recherches. Vous avez été assez critiqué et attaqué pour les faits que vous avez mentionnés dans le livre concernant certains attentats terroristes à Bagdad, qui peuvent être comparés à l'affaire Lavon en Égypte. Il y a tout un chapitre dans mon livre intitulé « Bagdad Bombshell » qui concerne l'année 1950. Cette année-là, le gouvernement irakien a adopté une loi stipulant que tout juif souhaitant quitter le pays était libre de le faire et disposait d'1 an pour s'enregistrer. Au départ, peu de juifs ont choisi de partir. Cependant, au cours de cette année, 5 attaques ont eu lieu contre des sites juifs à Bagdad. Ces attaques ont précipité et accéléré l'enregistrement de plus de juifs souhaitant quitter le pays. Et finalement, beaucoup sont partis pour Israël. Ce n'est pas mon argument que les bombardements étaient la principale raison de l'exode, mais ils étaient un facteur et un très controversé en Israël. Il y a toujours des rumeurs selon lesquelles Israël était impliqué dans les bombardements pour effrayer les Juifs irakiens et les pousser à quitter le pays. In order to frighten the Iraqi Jews to leave the country.
This rumor was always denied. Cette rumeur a toujours été démentie. Il y avait 2 commissions d'enquête qui ont exonéré Israël de toute implication, mais les rumeurs persistaient. En tant qu'historien, je voulais découvrir la vérité sur cette histoire, et finalement, je l'ai fait. Il y a quelques années, j'ai interviewé un juif irakien âgé, un ami de ma mère nommé Yaakov Karkoukli, qui faisait partie du mouvement souterrain sioniste. Il a partagé des détails sur leurs activités, telles que la falsification de documents, de passeports et de visas, et le paiement de pots de vin aux fonctionnaires pour aider les Juifs à quitter le pays pour Israël. Plus important encore, il a révélé que l'un de ses collègues, Yosef Basri, était responsable de 3 des 5 attentats. Pas tous, mais 3 sur 5. Bombs. Not all of them, 3 out of the 5. And he also told me that his controller was Il m'a également dit que son contrôleur était un officier du renseignement israélien nommé Max Binet, qui était basé à Téhéran. C'était à l'époque du Shah, lorsque l'Iran du Shah et l'État nouvellement établi d'Israël coopéraient secrètement. Par conséquent, l'officier du renseignement pouvait opérer depuis Téhéran, et il était le contrôleur de Yosef Basri. Yosef Basri a été capturé avec son assistant, Shalom Saleh Shalom. Ils ont été torturés, ils ont avoué, et ils ont été jugés et condamnés à mort par pendaison. Israël a continué à nier toute implication. Ils ont affirmé que les aveux avaient été obtenus sous la torture. Bien qu'il soit vrai qu'ils aient été torturés, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils étaient innocents. But it doesn't mean that they were innocent. They were responsible, and they weren't accused of all 5 bombs. Ils étaient responsables de 3 des 5 attentats, pas de tous. Outre les témoignages oraux de Karkoukli, il m'a également fourni un rapport de police de Bagdad. Ce rapport est une seule page détaillant l'interrogatoire de Basri et Shalom. Il sert de preuve irréfutable, contenant des détails que seul un initié pourrait connaître. Personne d'autre n'aurait pu savoir ce qui a été dit pendant l'interrogatoire. J'ai poussé l'enquête plus loin en contactant un journaliste irakien à Bagdad, Shamil Abdelkader, qui avait précédemment écrit un livre intitulé « Le mouvement sioniste en arabe ». His book in Arabic was called The Zionist Movement and the Migration of the Jews from... La migration des Juifs d'Irak a eu lieu entre 1950 et 1951. Je lui ai envoyé le rapport d'une page que j'ai, qui manque de date, d'en-tête ou de sujet et qui est juste une feuille de papier ordinaire. Je lui ai demandé si c'était authentique et il a confirmé que oui. Il a expliqué que cela provient d'un rapport de police détaillé sur l'interrogatoire, qui fait 258 pages. Cette page n'est pas juste un extrait aléatoire. Elle contient des informations tirées de diverses parties du rapport et est totalement authentique. Sur cette base, j'ai conclu que Basri et son assistant, sous la direction d'un officier du renseignement israélien, ont placé 3 bombes à Bagdad pour accélérer le départ des Juifs. Je n'ai plus aucun doute sur l'implication d'Israël dans les attentats. I no longer have any doubt that Israel was involved in the bombings. And that's quite a serious indictment. Et c'est là une accusation très sérieuse. Le point suivant que je souhaite aborder est que cette opération sous faux drapeau n'était pas un cas isolé. Elle était typique du comportement habituel du mouvement sioniste. Le mouvement sioniste était très déterminé et impitoyable, se concentrant uniquement sur la création d'un État juif en Palestine, sans se soucier du sort des Juifs ailleurs. Cela nous amène à l'affaire Lavon. L'affaire Lavon porte le nom de Pinchas Lavon, qui était le ministre israélien de la Défense en 1954. Un officier du renseignement israélien a recruté un groupe de Juifs égyptiens qui ont agi comme espions et saboteurs pour Israël sous sa direction. For Israel, operating under his direction. And they planted bombs in public places. Ils ont placé des bombes dans des lieux publics dans le but de tendre les relations entre le régime de Nasser et l'Occident. Cela s'est produit 2 ans après la Révolution, lorsque les officiers libres sont arrivés au pouvoir. À cette époque, la Grande-Bretagne avait encore des bases dans le canal de Suez et avait conclu un accord avec le régime de Nasser pour se retirer.
Cependant, les Israéliens voulaient que les Britanniques restent en contrôle, frustrant ainsi le désir arabo-égyptien de libération et de liberté de l'influence occidentale. Israël visait à créer une méfiance entre l'Occident et le régime de Nasser. Malheureusement, l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu et s'est mal terminée. The operation went bad. It went badly. One bomb exploded or smoke. Une bombe a explosé ou de la fumée a commencé à sortir dans un cinéma, ce qui a conduit à l'arrestation, au procès et à l'emprisonnement de tout le groupe, y compris le responsable de cette opération. Son nom était Max Bennett. Il était également responsable d'une autre opération sous faux drapeau. Max Bennett s'est suicidé en prison. Personne ne nie que cette opération était dirigée par Israël. Mais il nie toujours l'implication d'Israël dans les bombardements à Bagdad. Par conséquent, je conclus que ce n'était pas juste une opération sous faux drapeau isolée, mais cela est typique du comportement décrit par une personne comme étant le sionisme cruel. Ce n'est pas mon terme, mais je ne trouve pas de meilleure manière de décrire ces actions. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup plus de preuves, y compris de la part de vos collègues et des nouveaux historiens, montrant que ces attaques terroristes n'étaient pas limitées aux pays arabes ou à Israël sous le mandat. Comme je l'ai mentionné dans une autre interview, même l'hôtel Sacha à Vienne a été bombardé. Le mouvement sioniste a même tenté d'assassiner Winston Churchill. Donc, il est clair que ces événements n'étaient pas localisés. J'aimerais explorer davantage avec vous l'aspect personnel, notamment comment votre famille et de nombreux autres juifs arabes ont été contraints de migrer vers Israël en raison de diverses circonstances. Il y avait des gens plus chanceux, comme votre famille, que vous décrivez dans votre livre, mais il y avait aussi les moins chanceux. Il y a eu un événement significatif qui a vraiment causé du ressentiment parmi les personnes qui ont émigré en Israël. Apparemment, il avait été convenu en coulisses que la richesse et les ressources des émigrants resteraient en Irak. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Can you tell us a bit more about it? Yes, I can. As I mentioned earlier, Oui, je peux. Comme je l'ai mentionné plus tôt, en mars 1950, le gouvernement irakien a adopté une loi stipulant que tout juif souhaitant quitter le pays pouvait le faire dans l'année, mais devait s'inscrire pour un visa à sens unique. Il ne pourrait pas revenir une fois la décision de partir prise. La loi ne mentionnait initialement pas leurs biens. Cependant, à la fin de l'année, après l'expiration du délai, le gouvernement irakien a promulgué une seconde loi. Cette loi stipulait que tout juif irakien qui renonçait à sa citoyenneté perdait également tous les droits qu'il avait en tant que citoyen irakien. any rights that they had as Iraqi citizens. That meant they lost everything. The houses, Cela signifiait qu'ils perdaient tout. Leurs maisons étaient confisquées, leurs voitures, entreprises et comptes bancaires étaient gelés. Du jour au lendemain, ils sont devenus sans le sou. La majorité des Juifs qui ont fini en Israël étaient sans le sou. Ils sont arrivés en Israël par avion avec une valise et 50 dinars. C'est tout ce qu'ils avaient le droit d'emporter. De plus, il y avait des rumeurs selon lesquelles Israël avait conclu un accord avec le gouvernement irakien. Selon ces rumeurs, le gouvernement irakien déclarait qu'il ne pouvait pas permettre aux Juifs de partir, car ils étaient un pilier central de l'économie irakienne. Et si les Juifs partaient avec toute leur richesse, l'économie irakienne s'effondrerait. all their wealth, the Iraqi economy would collapse. And according to this story, the Israeli government Selon cette histoire, le gouvernement israélien a déclaré qu'il voulait les gens et n'avait pas besoin de leur richesse, alors il a demandé que les gens puissent partir. Cette théorie suggère qu'il y avait un accord secret entre David Ben Gurion, le premier ministre israélien, et Nouri Saïd, le premier ministre irakien, permettant aux Juifs de partir, mais en gardant leur richesse en Irak. Cela m'a intéressé,
et j'ai essayé d'enquêter sur cette histoire. Mais je n'ai trouvé aucune preuve d'un accord réel. Par conséquent, je ne pouvais pas le présenter comme un fait sans preuve. J'ai rapporté les rumeurs et déclaré que je n'avais pas pu trouver de preuves pour étayer cette théorie de collusion entre les deux gouvernements. Mais le fait demeure que du jour au lendemain, il a été décidé que si vous étiez déjà inscrit, même si vous étiez encore en Irak et que vous aviez fait une demande pour partir, vous perdiez tout. Oui, cela a été un coup dévastateur pour les Juifs. Beaucoup s'étaient inscrits pour partir mais n'étaient pas encore partis. Par conséquent, ils ont tout perdu et se sont retrouvés dans un état de limbe sans autre option que d'aller en Israël complètement sans le sou. Vous avez mentionné plus tôt que votre famille avait de la chance, car certains d'entre eux avaient des passeports britanniques. Cependant, la plupart des émigrants n'ont pas eu cette chance. Pouvez-vous nous parler de la manière dont ils ont été accueillis en Israël, en commençant par le dépoussiérage au DDT? Israël a organisé le transport des Juifs d'Irak vers Israël. À leur arrivée à l'aéroport, ils ont été aspergés de DDT, un produit chimique généralement utilisé sur les animaux. Ce fut un accueil choquant et terrible dans ce qui était censé être la terre promise. C'était un accueil dur et insensible à leur nouveau pays. Par la suite, ils ont été emmenés dans des camps de transit, connus sous le nom de Mahabara, en hébreu, ou Mahabarot au pluriel. Ces camps étaient constitués de tentes ou de baraques avec une très mauvaise hygiène et une nourriture de faible qualité. De plus, aucun emploi n'était disponible, rendant les conditions extrêmement difficiles pour la majorité. L'ensemble de la communauté juive en Irak, près de 120 000 juifs irakiens, s'est retrouvé en Israël et dans des camps de transit. Ce groupe comprenait des écrivains, des universitaires, des médecins, des avocats, des comptables et des journalistes, tous ayant reçu un très mauvais traitement. Les gestionnaires des Mahabarot étaient des juifs ashkénazes qui ne connaissaient pas les antécédents de ces individus. Ils ignoraient leur statut, leur éducation ou leur réalisation dans leur propre pays et les traitaient simplement comme des réfugiés fuyant la persécution. Ils s'attendaient à ce que ces individus soient reconnaissants pour ce qu'ils recevaient, plutôt que d'émettre des plaintes. Par conséquent, des tensions sont apparues dès le début entre les Juifs ashkénazes existants et les nouveaux arrivants des pays arabes, et ces tensions persistent jusqu'à aujourd'hui. Je voulais juste demander, car aujourd'hui j'ai publié mon interview avec l'ancien ambassadeur israélien, Chaim Livon. Nous avons discuté du sujet des Juifs ashkénazes contre les Juifs séfarades. Il a offert une perspective plus nuancée, mais vous venez de le mentionner. Brièvement, les Juifs ashkénazes sont d'origine européenne, tandis que les Juifs séfarades sont d'origine orientale. Il semble y avoir une division, et si je comprends bien, les Juifs séfarades tendent à être plus observants comparés aux Juifs ashkénazes, qui sont généralement plus laïques. Est-ce que je prononce cela correctement? Ashkénazes. Je m'excuse pour toute confusion. Which are more the secular Jews, right? So then I asked the ambassador Chaim. So are there? Je me suis alors adressé à l'ambassadeur Chaim au sujet des frictions au sein de la société israélienne qui sont apparentes dans les manifestations actuelles contre la réforme judiciaire. À la Cour suprême, sur 15 juges, 13 sont d'ascendance ashkénaze. Vous avez mentionné que ces frictions persistent jusqu'à aujourd'hui, mais à quel point sont-elles vraiment fortes? En observant les manifestations en Israël, qui ont toujours lieu chaque samedi, il semble que les participants soient principalement européens. Je ne vois pas de juifs ultra-orthodoxes, ou à peine. Alors, s'agit-il vraiment d'une manifestation,
Ou est-ce une ligne de démarcation visible entre les Juifs ashkénazes et séfarades à travers ces manifestations? Which is now visible through those demonstrations between Ashkenazi and Sephardic Jews? Israel was created, was established. Israël a été fondé par des Juifs d'Europe, connus sous le nom de Juifs ashkénazes. Dès le début, ils ont formé l'élite dans les domaines de la politique, de la culture et de l'armée. Au sein même de la communauté ashkénaze, il existait une hiérarchie. Les Juifs allemands étaient considérés comme les plus supérieurs. En dessous des niveaux de société ashkénaze se trouvaient les Juifs séfarades, également appelés Juifs orientaux. Ici aussi, il y avait une hiérarchie. Les Juifs irakiens étant les mieux éduqués, les plus riches et les plus réussis à s'adapter, étaient au sommet. En revanche, les Juifs marocains, qui étaient pour la plupart non éduqués et devenus ouvriers manuels, étaient au bas de l'échelle. Ils se sentaient constamment discriminés. Ainsi, Israël était une société très hiérarchisée. So Israel was a very hierarchical society, and as a schoolboy in Israel, Ayant grandi en Israël, j'ai toujours ressenti que les Ashkénazes étaient supérieurs, comme si c'était l'ordre naturel des choses. Étant un garçon irakien, je me sentais inférieur et portais une rancune. Ce complexe d'infériorité a défini ma relation avec la société israélienne, et je n'ai pas surmonté ce sentiment d'infériorité avant longtemps, après avoir quitté Israël et acquis une perspective différente. Ce sont des clivages très profonds dans la société israélienne qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Fait intéressant, de nombreux Juifs orientaux votent pour le Likoud et d'autres partis de droite, ainsi que pour des partis religieux comme Shas, qui représentent spécifiquement les Juifs orientaux. Cela soulève la question, pourquoi ces Juifs, originaires des pays arabes, votent-ils pour des partis nationalistes en Israël? vote for nationalist parties in Israel. The Israeli answer is La perspective israélienne est que ces individus ont vécu aux côtés des Arabes et ont formé certaines opinions à leur sujet. Ils pensent que les Arabes ne peuvent pas être fiables et ne respectent que la force. C'est pourquoi ils votent pour des partis nationalistes. Mon interprétation de ce comportement est que les Juifs orientaux ont été endoctrinés en Israël pour voir les Arabes comme l'ennemi. Pour se prouver comme Israéliens nationalistes et loyaux, ils soutiennent des partis de droite anti-arabes. Indépendamment de la raison, cela reflète une division profonde au sein de la société israélienne entre les Juifs ashkénazes et séfarades. De plus, il y a toujours eu une division significative entre les Juifs religieux et laïcs, les Juifs ashkénazes étant principalement laïcs. the Ashkenazi Jews are predominantly secular, but the proportion La proportion de Juifs religieux a constamment augmenté, de même que leur influence politique. Dans le gouvernement de Netanyahou, nous voyons des figures comme Itamar Ben-Gvir, d'origine kurde irakienne, qui est un extrémiste de droite, raciste et suprémaciste juif. Un autre exemple est Bezalel Smotrich, qui est tout aussi extrême, raciste et homophobe. Par conséquent, l'électorat israélien a évolué. Une proportion plus élevée de juifs religieux, qui ont un taux de natalité supérieur à celui des juifs européens laïcs, est un facteur démographique important qui façonne la société israélienne. Cela explique pourquoi le gouvernement actuel est le plus à droite, xénophobe, chauvin et ouvertement raciste de toute l'histoire d'Israël. overtly racist government in Israel's entire history. It's interesting to see that in the case of Ben. Il est intéressant de voir que dans le cas de Ben-Gvir, un arabe est extrêmement contre d'autres arabes. Cela me rappelle un peu J. Edgar Hoover, qui, bien qu'ayant apparemment une relation homosexuelle, poursuivait activement les homosexuels en Amérique. Mais il ne nous reste que quelques minutes. Je voudrais vous demander une chose. Je n'ai pas encore parlé ni interviewé Ilan Pappé, mais j'ai interviewé Benny Morris. Lorsqu'on y a propre vue avec de Benny Morris, où voyez-vous des différences? Qu'est-ce qu'il y a eu? With the views of Benny Morris, where's the difference? Because I know there are differences. The differences increased over time. Les différences se sont accrues avec le temps.
En 1988, Benny Morris a publié son livre sur la naissance du problème des réfugiés palestiniens. Ilan Pappé a publié son livre sur la Grande-Bretagne et le conflit arabo-israélien. J'ai publié mon livre Collusion Across the Jordan, King Abdullah, The Zionist Movement and the Partition of Palestine. Nous trois sommes devenus collectivement connus sous le nom d'historiens israéliens révisionnistes, ou les nouveaux historiens, parce que nous avons remis en question tous les mythes qui entouraient la naissance d'Israël et la première guerre arabo-israélienne. Nous sommes tous à gauche. Ilan Pappé était l'antisioniste le plus radical, Benny Morris était le plus doux, le sioniste le plus modéré, et j'étais quelque part au milieu. And I was somewhere in the middle. But over the years, I've moved further in the direction of... Au fil des années, je me suis rapproché de la perspective d'Ilan Pappé, remettant de plus en plus en question le sionisme, le mouvement sioniste et la légitimité d'Israël, surtout au-delà de la ligne verte, que je considère comme un projet colonial sioniste. C'est là que Benny Morris et moi avons commencé à diverger. Avant d'aborder cela, il est important de noter que nous trois avons obtenu nos doctorats dans des universités britanniques. Nous avons été formés comme historiens en Grande-Bretagne, en adhérant au canon standard de la bourse historique. Benny Morris était plus puriste comparé à Ilan et moi. Il est un historien positiviste qui ne croyait qu'en les preuves écrites, tandis que j'intégrais l'histoire orale pour compléter les documents écrits. In order to supplement the written evidence, but he was a purist. He would only go by written records. Mais il était un puriste, se fiant uniquement aux archives écrites. C'est un très bon historien et chercheur, ayant rassemblé un matériel considérable sur la question des réfugiés palestiniens, ce qui en fait un expert du sujet. Il s'est abstenu de porter des jugements moraux, décrivant méticuleusement les événements de 1948, phase par phase, village par village, sans émettre de jugement. Ses vues ont commencé à changer après la seconde intifada, qui a éclaté en l'an 2000, particulièrement en raison de l'impact des attentats suicides. L'imprévisibilité de ces attaques, comme ne pas savoir si un bus serait explosé, l'a déstabilisé. You got on a bus and you didn't know whether the bus would be blown up. You go to a cafe and you don't know whether a bomb will explode. Vous allez dans un café et vous ne savez pas si une bombe va exploser là-bas. Je pense que cela a déstabilisé psychologiquement Benny Morris, l'amenant à réviser fondamentalement sa compréhension du conflit arabo-israélien. Il en a conclu que seuls les Arabes étaient à blâmer, pas Israël. Il le voyait comme un conflit existentiel, croyant que les Palestiniens ne veulent pas seulement la Cisjordanie et Gaza, mais tout. Par conséquent, il s'est rapproché de la suggestion que le transfert ou l'expulsion massive pourrait être justifié dans certaines circonstances. Mass expulsion could be justified under certain circumstances. And that's the parting of the way between... Et c'est là que nos chemins se séparent, entre lui, Benny Morris et moi. En regardant en arrière vers 1948, il dit « On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs ». Je soutiens qu'il faut distinguer entre une guerre légitime de résistance à l'agression arabe et les crimes de guerre contre les civils. Il n'est pas nécessaire de les justifier. Vous pouvez dire qu'Israël a été créé dans la guerre et qu'Israël est un pays légitime, mais vous ne devriez pas pour autant justifier les crimes contre les civils. Tuer des civils, c'est mal. Point final. C'est là que nos avis divergent. Mais la différence est plus profonde que cela, car Benny Morris a dit que les accords d'Oslo de 1993 étaient une erreur. said that Oslo, the Oslo Accord of 1993 was a mistake because the Palestinians are liars and they... Parce que les Palestiniens sont perçus comme indignes de confiance et ne se contenteraient pas d'un petit État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Ils adhèrent à la théorie des étapes. C'est la première étape. Mais ensuite, étape par étape, ils voudraient prendre le contrôle de tout le pays. Ainsi, son explication de l'échec du processus d'Oslo est que les Palestiniens sont indignes de confiance et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mon explication de l'échec du processus de paix d'Oslo est qu'après l'assassinat de Yitzhak Rabin,
Et après que le Likoud soit revenu au pouvoir en 1996 sous la direction de Benjamin Netanyahou, Israël a renié l'accord. Israël a alors commencé à étendre les colonies à grande échelle. Expanding settlements on a massive scale, and if you press me to give. Si vous me demandez de résumer l'effondrement du processus de paix d'Oslo en un seul mot, ce mot serait colonie, spécifiquement les colonies juives en Cisjordanie. Vous ne pouvez pas prétendre poursuivre la paix avec les Palestiniens tout en saisissant davantage de leurs terres. C'est un choix entre l'un ou l'autre. Depuis 1967, Israël est confronté à la décision entre la terre ou la paix. Avec la signature de l'accord d'Oslo, il est devenu clair comme de l'eau de roche qu'Israël préfère la terre à la paix avec les Palestiniens. C'est ici que Benny Morris et moi sommes en désaccord. Il croit que les Palestiniens sont responsables de l'impasse politique, tandis que je soutiens que c'est le manquement d'Israël à honorer les engagements de l'accord d'Oslo qui est à blâmer. Avi, vous avez été très généreux avec votre temps la dernière fois. Je ne veux pas abuser de votre hospitalité. Juste 2 ou 3 minutes. J'ai 1 ou 2 petites choses. Je viens d'ouvrir quelque chose que j'ai trouvé. Il y a un documentaire appelé Tantura. Et je crois que c'est le nom d'un village. Il a été réalisé par Alon Schwartz. Connaissez-vous ce film, ce documentaire? Are you aware of that film, about this documentary? I am aware of the film, and it was screened. Je suis au courant du film qui a été récemment projeté à Londres par les avocats internationaux pour la Palestine. J'ai participé à une discussion en panel à ce sujet. Ce film traite d'un événement significatif de l'histoire, se concentrant sur un massacre à Tantura, un village au nord de Haïfa, près de la mer, en mai 1948. Un étudiant de l'université de Haïfa a rédigé sa thèse de maîtrise sur cet incident, affirmant qu'il impliquait le massacre de sang-froid des villageois. La thèse a suscité une controverse considérable et est devenue très politisée. Teddy Katz, l'auteur de la thèse, a été poursuivi pour diffamation par des vétérans de la brigade Alexandroni. Sous la pression au tribunal, il a rétracté sa déclaration et s'est excusé auprès d'eux. He recanted and he apologized to them, and then the university appointed new. L'université a ensuite nommé de nouveaux examinateurs qui ont trouvé des défauts professionnels dans son travail, et son MA lui a été retiré. Cependant, la controverse autour de l'affaire Tantura a continué, avec Ilan Pappé étant l'un de ses principaux défenseurs. Cette situation n'a pas profité à nous historiens collectivement, car les défauts de la thèse ont conduit les gens à prétendre que la nouvelle histoire est biaisée et défectueuse. Cependant, Teddy Katz est seulement responsable de ce qu'il a écrit, tout comme Benny Morris est responsable de son propre travail. Il en va de même pour moi et Ilan Pappé. Mais le concept de nouvelle histoire n'existe plus vraiment. The notion of new history no longer really exists. Only older people know what new history. Seules les personnes âgées savent ce qu'est la nouvelle histoire, car c'est un phénomène de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Les accords d'Oslo ont donné un énorme élan à la nouvelle histoire. Parce qu'il y avait un accord de paix avec les Palestiniens, les Israéliens étaient encouragés à examiner de manière critique leur passé et à admettre les erreurs passées. Cependant, avec l'effondrement du processus de paix et le début de la deuxième intifada, les Israéliens sont revenus à des positions fondamentalistes de nous contre eux. Par conséquent, la nouvelle histoire est devenue beaucoup moins populaire et a été discréditée dans une certaine mesure par l'affaire Tantura. Aujourd'hui, on ne parle plus de nouvelle histoire. Mais d'un point de vue historique, elle a rempli une fonction importante, comme l'a noté Edward Said lors d'une conférence. And Edward Said said this at a conference. He said the new history is valuable for. Il a dit que la nouvelle histoire est précieuse pour 3 raisons. Premièrement, elle a éduqué les Israéliens sur la perspective palestinienne dans le conflit. Deuxièmement,
Elle a encouragé les jeunes universitaires palestiniens à examiner de manière critique leur propre leadership en 1948 et ses erreurs. Rachid Khalidi étant un exemple éminent à travers ses contributions significatives à la littérature historique. Troisièmement, la nouvelle histoire a aidé à créer un climat politique propice à l'avancement du processus de paix. Ainsi, bien que la nouvelle histoire ait joué un rôle positif dans la société israélienne et au-delà, elle est maintenant davantage un phénomène historique qu'un facteur actuel dans le débat Israël-Palestine. Je vais certainement surveiller Tantura si le film arrive aux Pays-Bas. Maintenant, Abishleim, une dernière chose. Je voudrais revenir sur votre livre. Comme je l'ai déjà dit, il était aussi lisible qu'un roman. Plus précisément, la manière dont vous l'avez écrit a créé des images vives dans mon esprit. Je pouvais pratiquement voir la maison que vous avez décrite, celle que votre père a construite, n'est-ce pas? Je pouvais voir l'environnement. Je pouvais vraiment ressentir l'intégration sociale. Alors ma question pour vous est, savez-vous ce qui est arrivé à la maison? Y êtes-vous déjà retourné? Non, mais je sais où se trouve la maison. Lorsque le parti Baas est arrivé au pouvoir sous Saddam Hussein, ils ont changé les noms des rues. Donc le nom de la rue a probablement changé, mais je connais le quartier Batawin, qui était un quartier assez riche et mixte, avec des juifs, des musulmans et des chrétiens. Je serai probablement capable de le localiser et j'espère visiter l'Irak avec ma famille. Surtout maintenant qu'il va y avoir une édition en arabe de 3 mondes. Il y aura aussi une édition en hébreu. Ma fille, qui n'a jamais été en Irak, et ma femme sont très désireuses que nous allions en Irak en famille. C'est donc le plan pour l'avenir. Je vous souhaite tout le meilleur si vous le faites. J'espère que vous trouverez votre maison et qu'elle sera toujours debout après toutes ces années. Merci Thomas. De même, merci beaucoup pour le temps généreux que vous avez passé avec moi pour la 2e fois. Meilleurs vœux d'Amsterdam au Royaume-Uni pluvieux. Merci et bonne journée à vous et à tous les auditeurs.